À tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui essaient de créer la tension avec des tonnes de règles, des systèmes énormes, des plateaux remplis dans tous les sens. Puis il y a ceux qui arrivent à créer une tension autour de la table avec quelque chose de beaucoup plus simple en apparence. Et honnêtement, Time to Panic fait clairement partie de cette catégorie-là. Parce qu'au début, quand on regarde le jeu, on pourrait croire qu'on est face à un simple jeu de timeline coopératif. On place des événements dans l'ordre, on essaie de reconstruire une chronologie cohérente. Sauf que très vite, la partie devient beaucoup plus chaotique que cela. Les cartes bougent constamment, certaines se retournent, d'autres encore disparaissent, et les joueurs possèdent des informations qu'ils ne peuvent pas partager complètement. Et pendant que tout le monde essaie de maintenir une logique commune autour de la table, les cartes paniques, elles, viennent constamment chambouler la stabilité autour de la table. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est cette sensation d'instabilité permanente et de doute collectif. Personne n'a totalement le contrôle. Même lorsqu'on pense avoir compris où certaines cartes se trouvaient, un effet flip, un switch, un scramble peut complètement redistribuer les cartes. Du coup, les discussions deviennent vraiment au cœur de l'expérience. On essaie d'interpréter les intentions d'autres joueurs, de comprendre les jetons placés sur certaines cartes, de comprendre pourquoi quelqu'un insiste autant pour déplacer une carte vers la gauche ou vers la droite, et ce, sans jamais avoir les informations exactes. Et cela crée une dynamique très vivante autour de la table. Il y a un vrai mélange entre intuition, coopération, mémoire et gestion du chaos qui fonctionnent étonnamment bien ensemble. Plus la table grandit, plus la tension monte naturellement. Et comme les actions bonus peuvent provoquer des effets en chaîne, chaque tour donne constamment l'impression d'essayer de réparer quelque chose qui menace de s'effondrer à tout moment. Et honnêtement, le thème de fracture temporelle fonctionne très bien avec les mécaniques. On ressent vraiment cette idée de chronologie instable que les joueurs essaient désespérément de maintenir cohérente alors que le jeu, lui, veut perturber tout ça. Time to Panic est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 40 minutes, conseillé à partir de 14 ans. C'est un jeu de Max Dixon, Austin Harrison, Max Anderson et édité par IB Studio. En termes de complexité, on reste sur quelque chose d'assez accessible, mais une vraie profondeur avec la communication et la coordination entre les joueurs. Et justement, maintenant qu'on va poser un peu l'ambiance, cette idée de cette timeline qui constamment menace de partir dans tous les sens, on va voir comment le jeu fonctionne réellement autour de la table. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Après ce petit voyage dans cette timeline complètement instable, on va maintenant prendre le temps de voir comment le jeu fonctionne concrètement autour de la table. On commencera tranquillement par regarder le matériel et la mise en place pour bien comprendre comment la timeline se construit dès le début de la partie. Puis on verra ensemble le déroulement d'un tour, le fonctionnement des différentes capacités et surtout la manière dont les cartes paniques viennent progressivement perturber tout ce que les joueurs essaient de construire. On prendra aussi le temps de revenir sur les règles de communication qui sont vraiment au cœur de l'expérience du jeu, ainsi que sur quelques précisions importantes et le mode difficile proposé par le jeu. Et une fois tout ça vu ensemble, je reviendrai évidemment en fin de vidéo sur mon ressenti complet, sur les sensations que le jeu crée autour de la table, son rythme, sa tension coopérative et le type de groupe avec lequel il fonctionne le mieux selon moi. Une anomalie catastrophique a brisé le tissu du temps et plongé l'histoire dans le chaos. Les joueurs incarnent une équipe d'agents multiversels d'élite chargés de réparer la chronologie avant qu'il ne soit trop tard. Tout au long de la partie, vous devez coopérer pour reconstruire une ligne temporelle cohérente en replaçant correctement différents événements dans l'ordre chronologique. Mais attention, chaque erreur fragilise davantage la réalité. Si trop d'événements sont mal placés, l'histoire pourrait être perdue définitivement. Votre objectif est donc de construire ensemble une frise chronologique correcte en classant les événements du plus petit au plus grand selon leur valeur numérique. Plus votre timeline est précise, meilleur sera votre score final. Une partie parfaite correspond à une ligne temporelle entièrement correcte, sans aucun événement mal placé. Dans la boîte, vous trouverez un livret de règles, bien entendu, 36 cartes timeline, 54 cartes panique, 8 cartes guide, 16 jetons joueurs et 6 jetons gap. Pour la mise en place, vous allez commencer par préparer le paquet timeline. Vous mélangez toutes les cartes, puis vous les placez face cachée au centre de la table pour former la pioche principale. Si vous souhaitez une partie plus courte, vous retirez les cartes numérotées de 1 à 4 ainsi que les cartes 33 à 36 avant de mélanger le paquet. Comme vous le voyez, le jeu propose 3 paquets paniques différents. Chacun correspond à un niveau de difficulté. Le 1000 panique correspond au niveau facile. Panique, niveau moyen. Total panique, niveau difficile. Vous allez choisir un seul de ces paquets pour la partie. Si vous jouez en solo, retirez également les 5 cartes marquées de ce symbole dans le coin inférieur droit. Une fois le paquet choisi préparé, mélangez toutes les cartes paniques correspondantes, puis placez les faces cachées à proximité du paquet timeline. Cela formera la pioche panique. Une fois les paquets préparés, vous allez créer le début de la frise chronologique au centre de la table. Commencez par placer un jeton gap au centre.
Ensuite, placez une carte timeline face cachée de chaque côté. Puis, ajoutez une carte timeline face visible à chacune des deux extrémités de la ligne temporelle. À ce stade, les joueurs disposent donc déjà de plusieurs repères visuels ainsi que 2 cartes encore cachées au centre de la timeline. Chaque joueur piochera ensuite 4 cartes pour former sa main de départ. La partie se joue à tour de rôle dans le sens de l'aiguille d'une montre. À son tour, un joueur doit suivre l'étape suivante dans l'ordre. Jouer une carte dans la timeline. Le joueur choisit une carte de sa main, puis la place dans la frise chronologique. Cette carte peut être placée à l'extrémité gauche, à l'extrémité droite ou à côté d'un jeton gap situé à une extrémité de la ligne. Il est également possible de remplacer directement un jeton gap par la carte jouée. L'objectif reste toujours de construire une chronologie correcte en plaçant les événements dans le bon ordre numérique. Par exemple, regardons ma main. Je pourrais jouer cette carte ici, si j'avais envie. Je pourrais très bien également jouer celle-là, ici, à la place du jeton. Je pourrais jouer une carte à cet endroit-là. Ensuite vient le fait de résoudre la capacité de la carte. Après avoir placé sa carte, le joueur applique immédiatement la capacité spéciale imprimée dessus. Vous voyez ce qu'il y a écrit ici. Chaque carte peut donc modifier la situation de jeu ou provoquer un effet particulier une fois ajouté à la timeline. Une fois la capacité de la carte résolue, le joueur doit ensuite activer la capacité d'une carte adjacente à celle qui vient de jouer. C'est-à-dire que si je me place là, j'active ma carte, puis j'active la carte ici. Autrement dit, il faut choisir une carte directement voisine de la nouvelle carte placée, puis appliquer son pouvoir. Ces actions bonus ne sont jamais optionnelles. Si une action bonus peut être déclenchée, elle doit obligatoirement être résolue. Une fois les actions principales effectuées, le joueur continue son tour avec les étapes suivantes tant que la pioche timeline contient encore des cartes. Vous complétez votre main jusqu'à avoir de nouveau 4 cartes en piochant dans le paquet timeline. Si la pioche timeline est vide, aucun tirage n'est effectué. Ensuite, le joueur pioche une carte panique, comme ceci, puis applique immédiatement son effet. Une fois cette carte résolue, le tour prend fin et le jeu continue dans le sens horaire avec le joueur suivant. Les joueurs continuent ainsi à jouer tour après tour jusqu'à ce que chaque joueur n'ait plus exactement qu'une seule carte en main. À ce moment-là, la partie se termine et toutes les cartes restantes en main sont défaussées. Les cartes face cachée représentent une partie essentielle de l'échange d'informations entre les joueurs. Lorsqu'un joueur regarde une carte face cachée, que ce soit après l'avoir placée grâce à une action de pique ou via une action de trade, il ne peut pas révéler directement les informations qu'il a obtenues aux autres joueurs. La seule manière autorisée de partager ces informations est d'utiliser les jetons joueurs. En effet, après avoir joué, après avoir obtenu des informations sur une carte face cachée, un joueur peut placer l'un de ses jetons sur cette carte. Les jetons joueurs possèdent 2 faces différentes, permettant de communiquer des indications à l'équipe. La flèche, orientée vers la gauche ou vers la droite, indique que la carte devrait probablement être déplacée dans cette direction dans la timeline. La coche indique au contraire que selon le joueur, la carte se trouve déjà dans la bonne position. Lorsqu'une carte portant un jeton est déplacée, le jeton reste avec la carte. Le joueur ayant placé le jeton peut regarder à nouveau cette carte à n'importe quel moment, puis modifier l'orientation de son jeton si nécessaire. Si un effet de jeu oblige un joueur à oublier les informations qu'il connaissait sur une carte, comme avec la carte panique Sinister Scramble, son jeton doit être retiré. Plusieurs joueurs peuvent tout à fait placer leurs jetons sur une même carte. Certaines cartes de la timeline possèdent des capacités spéciales qui modifient le fonctionnement normal de la partie. Activator. Lorsqu'une carte Activator est jouée, elle permet d'utiliser la capacité d'une carte visible adjacente à la carte Activator. Une carte Activator peut également utiliser la capacité d'une autre carte Activator. En revanche, une carte Activator ne peut jamais utiliser une carte Delete. Attention également à la notion d'adjacence. Si un jeton gap se trouve entre 2 cartes, elles ne sont pas considérées comme adjacentes. Ces 2 cartes-là ne sont pas adjacentes. Collapse. Lorsqu'un effet collapse est résolu, les joueurs doivent défausser un groupe de cartes face visible parfaitement ordonné. Ce groupe doit contenir au minimum 2 cartes sans aucun gap entre elles. Cet effet n'est pas optionnel. Une fois les cartes défaussées, elles sont remplacées par un jeton gap. Si la carte qui vient d'être jouée fait partie du groupe défaussé avec l'effet collapse, le joueur ne bénéficie pas de l'action bonus habituelle. L'effet Delete, ici, permet de retirer n'importe quelle carte de la timeline puis de la remplacer immédiatement par un jeton gap.
une carte Delete ne peut jamais être activée comme action bonus, ni via une carte Activator. Une carte Delete peut également se cibler à elle-même. L'effet Flip. L'effet Flip permet de retourner n'importe quelle carte de la timeline, qu'elle soit face cachée ou face visible. Si une carte est retournée face visible, sa capacité doit être résolue immédiatement. Une fois cette capacité appliquée, le joueur reprend ensuite normalement l'action bonus liée à la carte qu'il avait jouée à l'origine. L'effet Pick permet de regarder secrètement une carte face cachée présente dans la timeline. Après avoir regardé cette carte, le joueur peut y placer un jeton joueur. L'effet Switch permet d'échanger la position de deux éléments de la timeline. Il est possible d'échanger deux cartes, deux gaps ou une carte avec un gap. Les cartes échangées peuvent être face visible ou face cachée. Tous les jetons joueurs présents sur cette carte se déplacent avec elle. L'effet Trade. Le joueur prend une carte de la timeline dans sa main, qu'elle soit face visible ou face cachée. Ensuite, il doit placer une autre carte provenant de sa main dans la timeline face cachée. La carte replacée ne peut jamais être celle qui vient d'être récupérée. Après avoir placé cette nouvelle carte, le joueur peut y ajouter un jeton joueur. L'effet Move permet de déplacer une carte vers l'une des deux extrémités de la timeline ou vers un gap. Ce déplacement ne crée pas de nouveau gap à l'endroit d'origine de la carte. Toutes les cartes retirées de la partie via un effet collapse ou delete ou tout autre effet de défausse doivent être placées face cachée dans une pile de défausse située à côté de la zone de jeu. Vous ne devez jamais regarder ces cartes. Même si une action bonus doit être effectuée lorsqu'elle est possible, certaines situations empêchent son activation. Si la carte adjacente est face cachée, sa capacité ne peut pas être utilisée comme action bonus. C'est-à-dire qu'ici, je ne pourrais pas utiliser l'action bonus de cette carte si je pose celle-là. Si la carte adjacente possède une capacité delete, cette capacité ne peut jamais être activée en action bonus. Je ne pourrais pas, si je pose cette carte, je ne pourrais pas activer cela. Une action bonus ne peut pas être déclenchée s'il existe un jeton gap entre la carte jouée et la carte que vous souhaitez activer. Les deux cartes doivent être directement adjacentes. En me posant ici, je ne peux pas activer cela. C'est toujours la position finale de la carte que vous venez de jouer qui détermine quelles cartes adjacentes peuvent être utilisées pour l'action bonus. Autrement dit, si la carte a été déplacée par un effet pendant sa résolution, il faut prendre en compte cette nouvelle position. Si la carte jouée à l'origine a été supprimée avec un effet delete ou retirée via un effet collapse, aucune action bonus ne peut être effectuée. Après avoir pioché une carte timeline, le joueur doit immédiatement piocher puis résoudre une carte panique. En revanche, si aucune carte timeline n'a été piochée ou si le paquet est vide, aucune carte panique n'est tirée. Les cartes paniques n'activent jamais les capacités des cartes timeline. Le break. L'effet break demande de supprimer un certain nombre de gaps indiqués sur la carte panique. Les joueurs doivent retirer autant de gaps que possible. S'il n'y a aucun gap, il ne se passe rien. Inversion. L'effet d'inversion demande de retourner un certain nombre de cartes face cachée et face visible, selon ce qui est indiqué sur la carte panique. Les cartes concernées doivent être choisies avant d'être retournées. Scramble. L'effet Scramble mélange un certain nombre de cartes de la timeline puis les replace face visible ou face cachée selon les indications de la carte. Si le nombre de cartes demandées dépasse le nombre de cartes présentes dans la timeline, alors toutes les cartes sont replacées face cachée. Une fois mélangées, les cartes doivent être replacées aux emplacements qu'elles occupaient auparavant dans la timeline. Reversal. Cet effet change les cartes situées le plus à gauche et le plus à droite de la timeline. S'il ne reste qu'une seule carte dans la timeline, rien ne se produit. Surge ajoute une carte à chacune des deux extrémités. S'il n'y a pas suffisamment de cartes disponibles, les joueurs doivent suivre les instructions de la carte autant que possible. Si un gap est présent à l'une des extrémités de la timeline, la nouvelle carte doit être placée à l'extérieur du gap. Comme il s'agit d'un jeu coopératif, les joueurs ont le droit de discuter ensemble et de planifier leur stratégie. En revanche, certaines informations ne peuvent jamais être révélées directement. Il est interdit de communiquer les valeurs des cartes de votre main, les capacités précises que vous possédez ou tout autre indice permettant à un joueur de livrer exactement la valeur d'une carte. L'idée est de coopérer sans transformer la partie en échange d'informations parfaites. Par exemple, vous pouvez dire « J'aimerais jouer du côté droit au prochain tour. J'aimerais placer une carte dans ce gap. Je pourrais régler ça, ne vous inquiétez pas. » En revanche, ne dites jamais « J'ai la carte 3, cette carte face cachée est un 19, cette carte face cachée est un flip. » Tout ce genre de choses est interdite. Si vous déplacez votre jeton joueur sur une carte cachée, vous ne pouvez partager aucune information supplémentaire au-delà de ce que le jeton indique déjà. Le jeton représente donc la seule information autorisée concernant cette carte. Certaines cartes paniques peuvent vous faire perdre des informations que vous connaissez auparavant. La prise de notes est interdite pendant la partie. Les joueurs doivent donc se fier uniquement à leur mémoire. La partie prend fin lorsque tous les joueurs n'ont plus exactement qu'une seule carte en main. Ces cartes restantes sont immédiatement défaussées. Une fois cela fait, les joueurs passent à l'évaluation finale de la timeline afin de vérifier à quel point la chronologie construite est correcte. À ce moment-là,
Commencez par retourner toutes ces cartes face cachée dans la timeline. À ce moment-là, toute la chronologie devient visible et les joueurs peuvent faire vérifier l'ordre réel des événements. Les joueurs doivent ensuite identifier quelles cartes doivent être retirées afin d'obtenir une timeline entièrement correcte dans un ordre croissant. Autrement dit, il faut enlever les cartes qui empêchent la chronologie d'être valide. Par exemple, ici la timeline contient 32, 4, 6, 8, 22, 13, 14, 25. Les joueurs peuvent décider de retirer les cartes 32 et 22 afin d'obtenir une timeline correctement ordonnée. Le score final de l'équipe correspond au nombre total de cartes retirées lors de cette étape. Moins vous retirez de cartes, meilleur est votre résultat. 0 carte retirée, la timeline est parfaite, vous avez réussi, la timeline est entièrement correcte. Même votre coupe de cheveux du lycée semble soudainement avoir été une bonne idée. 1 à 2 cartes retirées, comme dans cet exemple. Légère perturbation temporelle. La timeline a globalement survécu, mais certaines choses semblent un peu étranges maintenant. Bonne chance pour expliquer pourquoi les chinchillas dirigent désormais le gouvernement. 3 à 5 cartes retirées, réalité à peine stable. Le temps continue de tenir debout, de justesse. L'univers semble maintenant principalement soutenu par des grenouilles. Et au passage, méfiez-vous des gobelins temporels. 6 cartes retirées au plus, effondrement total. Félicitations, vous avez réussi à faire s'effondrer toute l'existence dans un vide hurlant, en espérant que le non-être vous plaise. Si vous cherchez un défi supplémentaire, après avoir réussi une partie parfaite en difficulté totale panique, vous pouvez utiliser cette variante avancée. Dans ce mode, la taille de la main passe de 4 à 3 cartes, et les dernières cartes en main sont jouées normalement au lieu d'être défaussées à la fin de la partie. Cette variante rend la gestion des informations et des placements encore plus exigeante. Et puis rappelez-vous qu'une fois que le paquet timeline est épuisé, les joueurs ne piochent plus de cartes panique. Lorsque vous jouez en solo, il est probable que le paquet panique soit épuisé avant le paquet timeline. Il est possible de créer des chaînes d'effets de flip. Autrement dit, une chaîne flip peut retourner une autre carte flip, qui déclenchera alors immédiatement sa propre capacité. Et avant de revenir sur mon ressenti complet après plusieurs parties, si ce genre de jeu coopératif un peu chaotique, où toute la table essaie de réparer une timeline, qui essaie constamment de s'effondrer, si c'est le genre d'expérience qui vous plaît, vous pouvez évidemment soutenir la chaîne avec un petit like. Aussi vous abonner, me dire en commentaire votre rapport à ce genre de jeu de communication et de mémoire. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles, ça aide également beaucoup la chaîne. Et maintenant, on va revenir plus en détail sur ce que Time to Panic propose réellement une fois autour de la table. Ce que je trouve vraiment intéressant avec Time to Panic, c'est la manière dont il a réussi à transformer quelque chose d'assez simple sur le papier, remettre des événements dans le bon ordre, en vraie expérience coopérative sous tension autour de la table. Très vite, on se rend compte que le cœur du jeu ne repose pas seulement sur la logique ou la mémoire, mais surtout sur la communication imparfaite entre les joueurs. Et c'est vraiment ça qui donne toute sa personnalité au jeu. Parce qu'au final, tout le système tourne autour d'un équilibre très particulier. On possède des informations, mais on ne peut pas les partager complètement. On voit des cartes face cachée, on commence à comprendre où certaines devraient aller. On place des jetons pour donner des indications, mais on doit constamment faire confiance aux autres joueurs sans pouvoir tout expliquer clairement. Et tout cela crée une dynamique assez naturelle autour de la table. On se retrouve souvent dans une situation où quelqu'un semble persuadé qu'une carte doit aller vers la gauche, l'autre pense exactement le contraire. Pendant qu'un troisième essaie surtout qu'une panique carte vienne bouleverser tout ça. Et cette sensation de timeline fragile qui peut partir dans tous les sens fonctionne excellemment bien avec le thème du jeu. J'aime aussi beaucoup la façon dont les capacités des cartes viennent casser la simple logique de je place une carte au bon endroit. Les effets comme flip, switch, move ou encore trade ajoutent énormément de mouvement dans les timelines. On n'est jamais dans un puzzle entièrement figé. La frise évolue constamment, les informations changent, certaines cartes deviennent visibles, d'autres deviennent cachées. Et surtout, les joueurs doivent constamment réévaluer leurs certitudes. Le système d'action bonus est aussi une très bonne idée, parce qu'avec lui, il y a un vrai aspect tactique de placement qui apparaît. On ne joue pas seulement une carte pour sa valeur ou son emplacement, on réfléchit également à la carte adjacente qu'on va activer ensuite. Et comme ces bonus sont obligatoires lorsqu'ils sont possibles, cela arrive à créer des tours très intéressants, où l'on essaie d'optimiser une suite d'effets tout en évitant de provoquer un chaos supplémentaire. Et justement, le jeu arrive à créer une tension assez particulière grâce à ces cartes paniques. Elles donnent vraiment l'impression que la timeline se dérègle progressivement, mélangeant des portions entières de la frise. Et du coup, même lorsqu'on pense avoir entièrement stabilisé la situation, le jeu revient tout mettre en doute. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que cette tension reste lisible et agréable. On n'est pas dans un coopératif ultra punitif ou ultra calculatoire. Les règles restent assez simples à comprendre dans l'ensemble. Et pourtant, il y a une vraie montée de pression naturelle tout au fil de la partie. Plus la timeline devient longue, plus les informations s'accumulent. Et donc, plus les discussions autour de la table deviennent intéressantes. L'ambiance générée dépend énormément du groupe avec lequel on joue. Avec des joueurs qui aiment discuter, débattre, essayer de lire les intentions des autres ou reconstruire collectivement une logique commune, le jeu devient très vite très vivant. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant dans ces moments où la table
essaie de recoller les morceaux d'une chronologie qui semble partir totalement en vrille. Le système de communication limitée fonctionne lui très bien, parce que du coup il évite qu'un seul joueur prenne totalement le contrôle de la partie. Comme on ne peut jamais révéler précisément les valeurs ou les capacités, chacun conserve une part d'information importante, et ça pousse à coopérer plutôt que simplement suivre les ordres d'un joueur alpha. J'aime aussi le fait que le jeu utilise la mémoire sans en faire un exercice frustrant, ou purement scolaire. Il y a évidemment un effet mémorisation important, surtout avec les phases cachées et les effets qui viennent brûler les informations. Mais comme tout bouge régulièrement, on est plus dans une gestion du doute et de l'incertitude que dans un test de mémoire brutal. Au niveau de l'accessibilité, je trouve le jeu plutôt facile à prendre en main. Le tour de jeu reste lisible. On joue une carte, on applique l'effet, on déclenche éventuellement une action bonus, on tire une panique carte. Ce fonctionnement devient rapidement très naturel. En revanche, la vraie difficulté vient plutôt de la coordination entre joueurs et la gestion de la communication incomplète. La courbe d'apprentissage est elle assez intéressante parce que les premières parties servent surtout à comprendre comment communiquer efficacement sans trop en dire. Au début, on a tendance à vouloir donner des informations trop précises ou à mal utiliser ses jetons. Puis progressivement, le groupe apprend à lire les intentions, à interpréter les placements de jetons et à créer une sorte de langage collectif commun. Au niveau rejouabilité, le jeu est assez solide avec ses différents niveaux de difficulté, aux cartes paniques et la manière dont les situations évoluent constamment en fonction des joueurs autour de la table. Le mode difficile avec la main de 3 cartes accentue encore davantage cette sensation de contrôle limité et de pression. Je pense sincèrement que le jeu fonctionnera particulièrement bien avec des groupes qui aiment les coopératifs communicatifs, les jeux de déduction légère ou les expériences, où l'on construit quelque chose ensemble de manière assez dynamique. Les joueurs qui apprécient les discussions permanentes autour de la table devraient vraiment y trouver quelque chose de très plaisant. Ici, le chaos fait partie intégrante du plaisir. La timeline bouge en permanence, certaines informations disparaissent, les panic cards viennent bouleverser tout ça, mais le jeu assume complètement cette instabilité permanente. Et personnellement, je trouve que c'est ce qui donne au jeu toute son identité. Il réussit à créer une expérience coopérative très vivante, avec un vrai sentiment d'urgence et de coordination imparfaite. C'est surtout un jeu où on essaie collectivement de maintenir une réalité cohérente pendant que tout menace de s'effondrer autour de la table. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.